J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, on est peut-être face au premier Scream depuis bien longtemps qui pourrait mettre tout le monde d'accord. La mauvaise, c'est parce que Scream 7 est vraiment pas super et surtout parce qu'il repousse les limites de la connerie et du foutage de gueule. Et si vous me croyez pas, je vous explique ça sans spoiler. Salut, c'est Geoffrey et oui, je fais partie des gens qui sont tellement attachés à Scream que je saute sur chaque nouvelle suite. J'ai même pas besoin de dire que je suis payé pour y aller parce que je le fais de bon cœur. Je me suis donc rendu dans mon cinéma de quartier le jour de la sortie pour aller le rattraper en matinée parce qu'il n'y a pas eu de projection presse, en tout cas pas de vraie projection presse, ce qui n'est pas forcément mauvais signe, en tout cas pas toujours. Là, il y a simplement eu une avant-première le mardi soir pour dévoiler Scream 7 à minuit, alors moi j'avais clairement la flemme, mais les vaillants Judith et Mathieu y sont allés, donc avant même de mettre un pied dans la salle, je savais déjà que Mathieu avait trouvé ça plutôt honteux et que Judith pensait que c'était plutôt sympa. N'ayant confiance en aucune de ces deux personnes, j'étais prêt à me faire mon propre avis. Je me retrouve un petit peu entre les deux, puisque mon cœur balance entre ok, ça passe, ça va, j'ai pas eu envie de crever, et ok, en fait faut débrancher cette saga et les gens qui la pilotent. Cela dit, il faut peut-être remettre l'église au centre du village, aimer Scream ça veut tout rien dire, parce qu'ensuite on peut s'écharper à propos des meilleures et pires suites à partir du deuxième je pense. Alors moi je suis dans l'équipe qui défend le troisième, je suis pas très fan du quatrième, je trouve le cinquième vraiment exaspérant, et le sixième était à peine moins pire. Et en même temps, que peut-on vraiment attendre d'une saga d'horreur qui en arrive au 7e épisode? On peut comparer à d'autres pour rigoler. Halloween 7, c'était Halloween 20 ans après, un sous-Scream amusant mais franchement pas génial. Dans la saga Saw, c'était Saw 3D chapitre final qui n'était ni bien ni final. Chucky, c'était le sympa sans plus, le retour de Chucky. Hellraiser 7, c'était Hellraiser Deader. Et comme je me suis arrêté au 3e, je vais exceptionnellement faire confiance à Mathieu qui m'a dit que c'était archi nul. Même chose pour Vendredi 13 numéro 7 sous-titré Un nouveau défi où c'est vraiment parti en vrille. Et le 7e Freddy, c'était l'épisode méta où les acteurs et Wes Craven lui-même jouaient leur propre rôle dans une farce malicieuse qui préfigurait Scream. Donc bon, en gros, quand on arrive au 7e film, ça pue déjà le cadavre depuis quelques épisodes, on rivalise d'effets tape à l'œil pour masquer la connerie cynique de la saga, et il y a plus grand chose à espérer. À mon avis, toute personne qui ira voir Scream 7 a bien ça en tête. Autre chose à avoir en tête, le bordel dans la fabrication de ce 7e épisode. Ce film est né sur le cadavre d'un autre film, puisqu'à l'origine, Scream 7 devait être la suite toute simple de Scream 6. C'était même la conclusion de la trilogie entamée avec Scream 5 autour des sœurs Carpenter, les nouvelles héroïnes incarnées par Melissa Barrera et Jenna Ortega. La fin de Scream 6 indiquait clairement que l'histoire de Sam, la fille de Billy Loomis, l'un des tueurs du premier Scream, allait continuer, avec l'idée qu'elle allait sûrement avoir elle aussi des puceaux meurtrières. Sauf qu'en novembre 2023, le studio a viré Melissa Barrera suite à ses déclarations à propos du génocide à Gaza sur les réseaux sociaux. Alors depuis, elle a dit qu'elle n'avait pas techniquement été virée, parce qu'elle n'avait signé que pour 2 films, n'avait pas signé pour le 3e, donc ils ont juste décidé de ne pas la rappeler alors que c'était prévu. Donc je pense qu'on peut rester sur les producteurs l'ont virée. Dans la foulée, sa collègue Jenna Ortega a quitté le projet officiellement parce qu'elle avait piscine, mais depuis elle a clairement expliqué que c'était par soutien. Et après ça, c'est le réalisateur Christopher Landon qui est parti à son tour, et il a dit depuis que sans Melissa Barrera, il n'avait pas envie de rester. En quelques semaines, Scream 7 s'était donc écroulé. Et on aurait pu croire que le film allait couler, mais c'était sans compter sur l'acharnement des producteurs qui se sont montrés extrêmement malins ou absolument dégueulasses de cynisme, à vous de voir. On a donc assisté à un fantastique numéro de magie. Premièrement, Neve Campbell était de retour alors qu'elle avait claqué la porte de Scream 6 parce que le salaire proposé lui semblait trop ridicule. Donc on peut imaginer que le studio est revenu en rampant et avec un gros chèque cette fois, 7 millions de dollars selon Variety. Deuxièmement, Kevin Williamson était lui aussi de retour. Le scénariste de Scream, Scream 2 et Scream 4 était propulsé réalisateur alors qu'il n'a fait qu'un seul film, l'oubliable Mrs. Tingle sorti en 1999. L'indéboulonnable Courtney Cox, désormais la seule à jouer dans chaque épisode avec Roger L. Jackson, la voix de Ghostface, était évidemment de retour. Mais surtout, on a vite appris qu'il comptait littéralement ramener des morts. Matthew Lillard, l'un des tueurs du premier film, Scott Foley, le tueur du troisième, et David Arquette, mort dans Scream 5, ont eux aussi été annoncés. Alors je pense que la manœuvre était on ne peut plus claire, faire diversion avec tout un tas d'annonces pour qu'on oublie le développement chaotique de ce film, et pour conditionner le public afin qu'il pense uniquement en tant que fan. Difficile de ne pas voir l'éléphant dans la pièce durant tout le film. Alors ok, on nous mentionne plusieurs fois les événements à New York de Scream 6, on nous ramène les jumeaux Mindy et Chad, on nous montre que Gail a des séquelles de son attaque, mais tout le monde fait comme si Sam et Tara n'existaient pas alors que c'était juste les héroïnes des 2 précédents films. Il y a clairement quelque chose de désespéré dans Scream 7. C'est parfois, souvent même, désespérant, comme par exemple l'incontournable scène d'intro, rendez-vous obligatoire de la saga, qui a été totalement spoilée dans les bandes annonces, c'est complètement débile. Mais ce désespoir les a également poussés à tenter des trucs un peu amusants, ce qui sauve un peu les meubles, parfois peut-être, si on est de bonne humeur. Je vais rien spoiler, vous inquiétez pas, mais remontons un peu dans le passé pour illustrer mon propos. Dans son intro, Scream 6 avait tenté quelque chose d'inédit
comédie en révélant l'identité des deux tueurs avant de les tuer, dévoilant ainsi un autre tueur, le vrai. Scream 7 essaye quelque chose de vaguement comparable dans sa première partie, et c'est sûrement l'une des meilleures idées du film. Ça change tellement la dynamique qu'on a presque l'énergie d'un climax assez tôt dans l'histoire, et ça pousse Sidney Prescott à réagir d'une manière un peu différente. Alors la formule reste la même, mais on a changé un ingrédient, ce qui prouve que quelqu'un a au moins pris la peine de réfléchir 5 minutes pour essayer un peu de surprendre, ce qui est la moindre des choses quand on arrive au 7e épisode. Et ils peuvent compter sur au moins une personne pour mener ce cirque avec brio, Neve Campbell. Je vais pas m'attarder sur l'écriture évidemment basique du film, qui tombe dans les scènes vues et revues au sein de la petite famille, que ce soit pour montrer la complicité du gentil couple ou les tensions avec la fille. Je ne vais pas non plus m'attarder sur les quelques tentatives d'humour quand l'héroïne lance des punchlines qui ne fonctionnent pas trop pour moi, notamment parce que le reste du film est assez premier degré en fait. Mais Neve Campbell assure la mission. Dans les scènes un peu musclées, dans les moments les plus émotionnels, même quand elle se coltine les dialogues les plus démonstratifs, lourdingues et explicatifs, elle est là, elle semble à fond et elle joue le jeu. J'avais envie d'insister là-dessus parce que finalement c'est pas si évident dans une saga qui tourne en rond. Et quand je repense au jeu d'acteur dans Au hasard, la bouse, souviens-toi l'été dernier sorti il y a pas longtemps, où j'avais envie de foutre le feu à l'écran tellement c'était navrant, je me dis que si Neve Campbell était pas là, Scream 7 marcherait encore moins bien. On sent qu'ils ont essayé de faire avancer le personnage de Sidney Prescott encore une fois, même si clairement depuis la fin très jolie et satisfaisante de Scream 3, ils tournent en rond. La manière dont ils essayent de recoller les morceaux avec la Sidney de Scream 4, puis de Scream 5, mais aussi de Scream 6 où elle n'était pas là, ça ne tient pas vraiment debout. Ils ont donc sorti la carte maman protectrice, passage de relais, lien du sang, ce qui était la bonne idée de Scream 4 avec le personnage d'Emma Roberts qui détournait complètement cette piste. Toute la relation entre Sidney et sa fille est gentiment classique, c'est le minimum syndical niveau enjeu émotionnel, et d'ailleurs j'ai trouvé que l'aspect le plus touchant là-dedans, c'était la place donnée au fantôme de Tatum Riley, l'ami de Sidney, joué par Rose McGowan dans le premier film. L'héroïne a donné ce prénom à sa propre fille, ce qui aurait pu être un simple clin d'œil fanservice, mais en fait c'est plusieurs fois mis en avant et pour le coup je trouve que ça crée un joli point avec le passé de la franchise, là encore parce que Neve Campbell gère. Autre élément qui ressort bien dans ce film, dans l'espoir de varier la formule, c'est le gore. On sent un certain appétit pour les tripes et les effets sanglants, grandiloquents, voire grand guignolesques, probablement pour régulièrement réanimer le public qui se serait assoupi quand les personnages blablatent encore une fois et essayent de nous motiver à chercher le coupable dans le groupe alors qu'on s'en fout, ou réexpliquent encore les règles de la saga. On pourrait se dire que c'est normal, parce que après tout, l'intro du premier Scream avait donné quelques images mémorables et sanglantes, notamment ce plan final que personne n'a oublié sur le corps de Casey. Mais on avait un peu perdu cette approche de la violence dans les suites, même si c'est un peu revenu dans les épisodes les plus récents. Cela dit, là ils vont dans une autre direction. Il y a quelques mises à mort très graphiques, avec une envie assez claire de non plus provoquer l'effroi, mais une sorte de rire ou sourire complice, même si je sais que ça donne l'impression que je suis un psychopathe en disant ça. Je m'explique, dans Scream 5 par exemple, la mort de Wes, où la caméra s'attarde longuement sur le couteau dans sa gorge, en silence, et lui qui souffre, c'était une violence assez sèche et saisissante. Dans Scream 7, il y a pas mal de meurtres qui s'enchaînent, on a droit à un petit spectacle de boyaux, et il y a une mort qui est clairement conçue pour qu'on trouve ça comique. En gros, plus de tripes, moins de peur. Et je dis pas que c'est mieux. Mais Scream 7 essaye clairement de mettre les pieds dans une autre version de sa propre formule. On peut trouver ça occasionnellement amusant, même si pour moi il y a quand même un petit parfum de désespoir là-dedans. C'est un peu comme si on vous montrait un extrait avec Carmen Electra dans le premier Scary Movie pour attirer votre attention et vous donner envie de vous abonner à Écran Large pour qu'on reste un média libre et indépendant, parce que sans votre aide, tout ça risque de disparaître un jour ou l'autre. Ce serait vraiment gênant si on faisait ça et qu'il y avait les détails dans la description de la vidéo. Heureusement, on ne se rabaisse pas à ça. Pour revenir à Scream 7, en fait, je crois que j'ai fait le tour des aspects relativement réussis ou en tout cas intéressants. Est-ce que je passe à tout ce qui ne va pas dans ce film, sachant que je me pose la question parce que je sais pas si j'ai le temps. En fait, c'est censé être une vidéo courte. Donc je vais essayer d'être clair, concis, précis. Premièrement, on a un paquet de personnages nuls, inutiles ou les deux. Courtney Cox aurait touché 2 millions de dollars selon Variety et franchement tant mieux pour elle, c'est quasiment un braquage vu ce qu'elle a à faire dans Scream 7. Alors ok, il y a une petite miette intéressante puisqu'elle porte les marques psychologiques et surtout physiques des événements précédents. Et c'est une bonne idée. Mais je pense qu'on est quand même sur la pire utilisation de ce personnage dont plus personne ne sait quoi faire depuis quelques films maintenant il me semble, et à ce stade, il n'essaye même plus de faire semblant. Il la laisse dans un coin, elle la ressort de son carton pour le symbole. Même utilité pour les jumeaux Mindy et Chad, posés dans le décor pour créer une sorte de connexion avec Scream 5 et 6, mais vraiment fallait pas. Là c'est juste 2 guignols de plus et on dirait même pas les mêmes personnages que dans les 2 précédents films. Et que dire de toute la smala autour, tous ces seconds rôles complètement cons qui décident d'aller faire cuire une pizza dans une cuisine sombre, qui foncent armés d'un manche à balai dans une pièce où il y a le tueur. Alors je sais que ça fait partie de la formule de Scream,
Mais là, je trouve que c'est vraiment pas satisfaisant. Ils sont à peine caractérisés, sont là pour meubler et créer de fausses pistes à 2 balles du type « mais si ce personnage fait un truc aussi con, c'est forcément parce qu'il est le tueur, non ?» On est sur ce niveau d'écriture, mais bon, rappelons que Kevin Williamson a aussi écrit le premier, souviens-toi, l'été dernier. Deuxièmement, le fan service. Alors là, je pense qu'on pourrait y passer 1 heure, parce que le foutage de gueule est multidimensionnel. En fait, on a tout l'éventail du fan service qui donne envie de tout foutre en l'air. On a des scènes reprises du premier Scream, parfois quasiment mot pour mot et pour ne rien raconter. On nous ramène encore la maison d'origine, comme dans Scream 5, et c'est même pas un spoiler, ils l'ont bien mis en avant dans la promotion du film. On nous ressort de petits clins d'œil à Stab, encore et encore, même si c'est pour ne rien faire là aussi. Et bien sûr, comme je disais plus tôt, on a la réapparition de plusieurs personnages morts de la franchise. Vu qu'il l'avait annoncé, tout le monde a pu y aller de sa petite théorie. Est-ce que ça allait être des flashbacks? Un tour de passe-passe comme la vidéo de Randy dans Scream 3? Des apparitions type hallucination, peut-être avec un rajeunissement gênant comme Billy Loomis dans les précédents? Eh bien, figurez-vous que rien ne m'avait préparé à un truc aussi nul, aussi bête, aussi moche et aussi minable. Là, on est vraiment dans la décharge de l'imagination du Hollywood moderne qui ressort ses poubelles et lance des paillettes dessus pour masquer l'odeur. Et je pense que c'est là que je vais répondre à la demande de Mathieu, qui m'a dit, et je cite, « N'hésite pas à préciser dans la vidéo que j'ai vraiment eu l'impression de me faire insulter par le film. J'en reviens toujours pas. » Je pense que ça résume plutôt bien ce qu'on peut ressentir devant certains passages épiques de Scream 7. Troisièmement, Ghostface. Alors je suis vraiment pas du genre à chercher les twists dans les films parce que j'aime vraiment être surpris et embarqué dans les histoires, mais parfois ça saute aux yeux et là par exemple, j'ai deviné l'identité de là où les tueurs un peu trop vite tellement c'était basique. Et ça veut pas du tout dire que je suis particulièrement intelligent, je peux vous assurer que c'est pas le cas, sauf si vous demandez à mon copain ou à ma mère. Là c'est juste que Scream a trop fait le tour de la question. Ça fait plusieurs épisodes qu'on est dans une spirale infernale. Le film et les personnages eux-mêmes se demandent si, pour surprendre le public, il faut faire le contraire de ce qui a déjà été fait dans la saga ou refaire ce qui a déjà été fait parce que personne s'y attendra, sauf si au contraire, les gens s'y attendent. Donc refaisons le contraire de ce qui a déjà été fait. Bref, on tourne en rond, il n'y a plus de repères et la seule solution semble être de faire n'importe quoi. On oscille ainsi entre les ultra-évidences et les énormes absurdités, et j'ai l'impression que tout est censé être expliqué par « oui mais Ghostface est taré » et c'est quand même sacrément dommage pour une saga qui a plutôt fait le contraire jusque-là. Et je dis ça alors que pour moi le moment de la révélation est souvent l'aspect le moins intéressant des Scream. Par exemple, j'aime bien le 3e, mais cette histoire de demi-frère caché qui tirait les ficelles depuis le début, ouais, c'est pas le moment de gloire de la saga. Et on peut pas dire que Scream 5 et 6 brillaient par leur intelligence à ce niveau, c'était même ultra méga flemmard puisqu'ils se contentaient de refaire en gros Scream 1 et 2. Et je crois qu'on touche le fond avec Scream 7. Si vous commencez à vraiment y réfléchir après avoir vu le film, je pense que vous allez ou rire tellement c'est bête, ou pleurer tellement c'est vraiment ultra bête. Cela dit, ça fait un petit point commun avec le dernier, souviens-toi l'été dernier, que j'ai toujours envie de tacler. Tout ça pour dire qu'on a un jeu de fausses pistes qui tourne à vide, ce qui est d'autant plus ironique puisque les personnages n'arrêtent pas de répéter que c'est vraiment super important de suspecter tout le monde même si on s'en fout parce que les personnages sont nuls, et on a un Ghostface qui n'a pas beaucoup de sens au final, donc ses actions, ses meurtres apparaissent assez nazes si on réfléchit 5 secondes. Je pourrais aussi mentionner que Kevin Williamson n'est pas très doué pour mettre en scène la tension, alors qu'il y a quelques idées de course-poursuite ou cache-cache qui auraient pu être bien plus amusantes. Le feu, qui a été largement mis en avant durant la promo jusqu'aux affiches, n'est pas du tout bien exploité alors que ça aurait été marrant d'avoir un Ghostface pyromane pour varier les plaisirs. Et franchement, j'ai trouvé que les décors n'étaient vraiment pas folichons, notamment dans la dernière partie qui remporte le prix du climax le plus basique et le moins inventif de la saga, sachant que ce film a coûté dans les 45 millions, donc plus cher que les précédents. En fait, tout ça tourne de plus en plus à la grande farce qui ne vise que le petit plaisir d'un public qui sait exactement où il met les pieds, et ça m'a fait penser à une autre saga horrifique qui va arriver elle aussi à son 7e épisode, Destination Finale. Alors je sais qu'il y a vraiment de très grosses différences entre les deux, notamment parce que Scream protège un peu trop d'ailleurs ses personnages principaux au lieu de les écraser comme du chewing-gum. Mais en pensant à la fois à la bêtise absolue du scénario, à ses éclairs de gore grotesques et à ce plaisir régressif face à quelques scènes de course-poursuite, j'ai eu l'impression d'être monté dans le même train fantôme que Destination Finale, à la fois con et confortable. Et je sais qu'il reste encore une question vitale. Pourquoi ce n'est pas Judith qui a fait cette vidéo puisqu'elle semble désormais la seule personne d'écran large capable de rester un peu positive sur les Scream? Bonne question, mais vous inquiétez pas, c'est elle qui a écrit la critique sur le site avec une note de 3 sur 5. Et si vous voulez l'entendre affronter Mathieu et moi sur Scream 5 et 6, les vidéos sont par là. Pour ma part, je m'arrête là, merci d'avoir regardé et à bientôt, et n'oubliez pas, Scream 3, c'est bien.